Bonjour Michel Sicard, vous êtes écrivain et artiste, vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, pour l'architecture, arts appliqués, arts plastiques et arts du spectacle. Avec Moshkan Moslei, vous formez un couple d'artistes. Je suis heureux de vous recevoir ce soir dans mon home office. Soyez bienvenus. Ce soir, nous parlons de votre livre Temps interférentiel dans la photographie qui est paru dans la collection Retina Création aux éditions L'Harmattan à Paris. Et tout d'abord, je voudrais vous demander, Michel Sicard, de nous présenter votre livre. J'ai encore oublié de dire que nous allons enregistrer cette soirée et vous seriez visible sans vos noms, seulement en forme de mosaïque. Et si vous ne le souhaitez pas, je vous prie d'arrêter le... Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, on va vous passer quelques pages du livre parce que j'imagine que la plupart d'entre vous ne le connaissent pas. Donc, l'essentiel du livre se passe sur fond noir. Quand il y a du texte, il est en blanc dans la plupart des cas. Et voilà. Alors, les images, ce sont des photographies. Donc, c'était fait pour une collection qui s'appelle Retina Création, qui veut mélanger texte et images, alors soit images plastiques d'œuvres, soit photographie. Donc, nous avons choisi pour ce livre uniquement la photographie, sauf deux dessins. Et puis, donc, les photographies, elles subissent un certain nombre de distorsions dans la page. Cette barre blanche n'existe pas, elle part dans la coupe du massicotage. Et donc, on voit comme ça les choses dans un fond noir complet. Et ces images subissent quelques bouleversements. Alors, ce sont des images originales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage particulier, on n'a pas fait de photomontage, on n'a pas coupé dans les images, il n'y a pas de processus de collage, mais ce sont des images qui ont subi un certain nombre de chocs. Alors là, vous avez deux photographies donc en double page, mais qui suivent donc la largeur, parce qu'elles sont très grandes, ces photographies. Elles ont été tirées à 1,40 m, donc vous voyez, ce sont de très grandes photographies. Et donc, elles suivent un chemin comme ça un peu étrange, avec beaucoup de cassures à l'intérieur de la figuration. Alors donc ça, c'est les photos, disons, reliées à des thèmes du déplacement et du train, et avec un certain nombre de phénomènes qui se passent. Alors ensuite, il y a une autre thématique, c'est évidemment la nature, la forêt, enfin, etc. Et voilà, ce morceau de forêt subit aussi un certain nombre de déplacements à l'intérieur de l'image. Et on va voir un petit peu, on va essayer d'expliquer pourquoi. Et là, c'est un personnage qui se déplace à l'intérieur de cette forêt. Là, on voit les frondaisons. Siehst du das nicht? Ich sehe gerade nur die Teilnehmer. Et donc, voilà, les branches arrivent un petit peu en tous sens dans ces photographies. Ich sehe es. Ich sehe es. Ja? Ich sehe es. Ich sehe Siehst du es. das hier? Ja. Allô? Oui, Oui, je t'entends, oui. donc
On ne m'entendait pas avant? Oui? Oui, mais je t'entends. C'est seulement une petite Oui. coupure parfois, mais très D'accord. courte. Donc là, ce sont des photos de gare. Alors, c'est des photos de l'habitat urbain, donc qui rejoignent un peu aussi le thème des trains et des gares, donc, et de ce qu'on voit lorsqu'on traverse un paysage comme ça qui défile. Donc, aucune photo n'est retouchée, il n'y a pas de montage particulier, hein, donc ce sont des photos naturellement qui... Alors, ensuite, il y a un autre thème qui apparaît, qui est le thème de la neige. Ces photos ont été prises en Laponie finlandaise. Alors là, les thèmes du brouillard, et puis un dernier thème, ce sont les vagues. Et voilà, ça c'est la table des matières qui est aussi un petit peu perlée. Alors donc, je reprends un peu ce que je disais là. Donc c'est un livre de 100 pages, essentiellement de photos, plus ou moins organisées par thème, bien qu'il y ait des récurrences à l'intérieur de certains thèmes qui reviennent. Il y a des dessins. On a voulu mettre aussi quelques dessins. Au départ, il y en avait davantage, mais on s'est aperçu que ce n'était pas un livre sur les dessins, mais on voulait montrer quand même qu'il y avait un côté manuel dans ce qu'on fait dans la photographie, c'est-à-dire que le geste photographique, c'est aussi un geste de dessiner. Et donc, on a mis en confrontation ce geste d'écriture, peinture, au mouvement qui se passe dans la photographie. Alors ensuite, en généralité, que vous dire, évidemment, il y a ce titre qui est un peu particulier, et tant interférentiel dans la photographie. C'est un livre qui a l'air d'un essai philosophique, et je crois que ça l'est un peu. Alors, au départ, on a fait des poèmes sur les photographies, et ça s'appelait « Vestiges d'instant ». Mais petit à petit, on s'est aperçu que la notion d'instant ne recouvrait pas l'ensemble du travail, et donc c'était plutôt le temps qui était le centre de ce travail. On a appelé ça temps interférentiel dans la photographie, avec peut-être un petit clin d'œil à la photographie interférentielle, qui est un procédé du début du siècle. C'était quelqu'un qui a eu le prix Nobel qui s'appelait donc Gabriel Lippmann, et qui était un ingénieur universitaire, chimiste, enfin, etc., et qui a découvert un procédé qui consistait pour la photo couleur, non pas à faire une synthèse chromatique et trichromatique, mais oui, on coupe le partage d'écran, mais au contraire à déposer sur le tirage une pellicule de mercure qui reflétait directement les ondes. Enfin, c'était une analyse méticuleuse des ondes, de la longueur des ondes, comme productrice d'une certaine couleur. Et donc, on avait quelque chose qui était vraiment de la couleur, non pas reconstituée à partir de la trichromie, mais vraiment une couleur in vivo, directement captée à partir de la volumétrie, si vous voulez, des ondes et des théories quantiques de la matière. Donc, tout ça n'est pas vraiment directement dans notre livre, mais c'est un petit clin d'œil. Donc, on a voulu montrer que c'était ce mot d'interférentiel noté
autant les interférences que peut-être aussi une histoire de la photographie couleur prise de façon plus directe que celle que nous connaissons aujourd'hui. Que dire d'autre? Évidemment, c'est l'abondance des textes, parce que finalement, il y a des textes presque partout. Et ça nous a fait penser de plus en plus à un livre d'artiste, alors qu'au départ, la formule de la collection, c'était plutôt un livre illustré, si vous voulez, avec des textes ou des poèmes, et puis de l'autre côté, des images. Là, on s'est aperçu qu'on avait intérêt à mêler considérablement les images et le texte. Alors, les textes, au départ, c'est, je crois, 18 textes longs qui apparaissent donc sous forme de pavés typographiques pleins. Et puis ensuite, ils apparaissent une seconde fois, mais peut-être les lecteurs ne le voient pas, de façon pulvérisée, où on a supprimé un peu tous les mots de liaison et ne surgissent que les mots-clés, les concepts. Mhm. Et donc, voilà, c'est une référence là, comme le reste du livre, d'ailleurs un peu au Japon, à la Chine, parce que avec les idéogrammes ou les kanji, on a le mot, mais on n'a pas l'armature de cette syntaxe qu'on a dans les langues occidentales. Et donc, bon, le réel apparaît tout autrement quand on énonce ces kanji. Et donc, ça joue énormément dans la poésie parce que vous avez une zone de fluctuation qui est beaucoup plus grande parce que vous pouvez rêver entre ces concepts en quelque sorte. Il n'y a pas non plus de temps verbaux et donc, bon, le langage est beaucoup plus ouvert et donc on a pensé que c'était un phénomène très intéressant que de mettre ces mots un peu en liberté dans l'image. Et donc, on a fait non pas une maquette traditionnelle comme on fait en imprimerie, parce que la maquette traditionnelle consiste à ce que quelque chose se répète toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y ait le même décalage marginal, bon, les mêmes pages de démarrage. Et là, en mettant ces poèmes en suspension, évidemment, tout est bouleversé, donc on a été obligé de faire une maquette pour chaque page, en quelque sorte. De là, l'idée que c'est un livre d'artiste au sens anglophone ou même allemand du terme. J'ai travaillé dans les années 90 avec des artistes allemands comme Leiberg. Et bon, il faisait beaucoup de livres d'artistes en allant directement en machine et en travaillant sur la maquette, en déchirant les cellos pour donc ouvrir l'image ou le texte et déposer les choses autrement. Donc, il s'agit d'un véritable petit livre d'artiste, même si c'est un tirage courant. Bon, en France, les livres d'artistes sont plutôt des livres riches, disons, sur beau papier, etc. Mais on peut aussi concevoir un livre d'artiste fait par un artiste avec un papier tout à fait courant et un tirage tout à fait courant. Voilà. Alors, voilà un petit peu pour la présentation d'ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Sécart. Avant de vous poser une première question, je voudrais vous demander tout simplement de lire le texte, page 59. Toute photographie est une rencontre. Ce serait bien gentil. Alors, toute photographie est une rencontre, un agrégat d'atomes. On croit deviner des univers stables, mais la présence s'estompe, glisse vers l'ailleurs, fait germer d'autres corps pour d'autres parcours, d'autres environnements et d'autres conséquences. Une roue s'engendre dans un univers qui s'étire et se libère des cadres et grillages. Hier, la photographie était encore tributaire, voire victime d'une géométrie. Elle fabriquait un paysage ou une portraiture qui entrait dans une boîte
pas si différente de celle qu'Alberti avait pensée pour la peinture. Il faut maintenant développer une grande violence pour fuir cette cage sans nom. Il faut tordre le cou à ces architectures stables des banlieues et des villes, les bousculer, les plier lentement, les enfouir dans un grand sédiment de catastrophes naturelles et surnaturelles, d'où émerge un concentré de force et d'énergie, tant il est vrai que ces images puissent être le combustible de nos pensées, de nos passions et de nos actes à venir. Et c'est là qu'il te faut immerger, éprouver ces instants volés, distiller jusqu'au vertige, inventer un nouvel univers des passions volatiles et souterraines, et toi, hagard, comme une taupe éblouie au soleil. Merci bien. Il en ressort que ce livre a aussi un côté philosophique. Donc, je voudrais vous demander, c'est donc un travail visuel de photographie et en même temps philosophique. Comment l'un s'articule à l'autre? Alors, effectivement, d'ailleurs, il y a trois textes qui ne sont pas titrés et qui sont plus philosophiques que les autres, qui concernent la photographie. C'est un ouvrage qu'on a fini par considérer comme ayant un aspect philosophique. Alors, dans le livre d'artiste, en général, c'est très peu présent parce qu'on utilise plutôt des poèmes en face d'une image pour mettre l'image en mouvement, alors que la philosophie, au fond, assigne à un sens. Mais je pense qu'il y a des exemples différents, et je pense au livre de Sartre avec Masson qui s'appelle 22 dessins sur le thème du désir. Même avant le texte que Breton a écrit sur les constellations de Miro, et puis Lyotard aussi a écrit un texte pour un livre d'artiste. Enfin, donc, les philosophes se sont mis aussi à pouvoir écrire pour des livres d'artistes. Et alors, dans ce livre-là, évidemment, il y a un enjeu philosophique qu'on a trouvé assez considérable, enfin pour nous, c'est-à-dire que concernant la photographie relève d'habitudes d'atmosphère mineure, par exemple le touristique, l'élégant, la mode, ou bien des événements parfois dramatiques, des guerres, des successions de cadavres, etc. Nous avons inclus, je crois, une philosophie directement dans l'image. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement il y a des textes qui sont philosophiques, mais on peut déduire de ces images parfaitement artistiques et plastiques une philosophie qui est produite lorsqu'on regarde bien attentivement l'image. Donc, évidemment, on a étudié le temps essentiellement, mais bon, pas seulement, on pourrait prendre une autre entrée, mais c'est celui qui est désigné par le titre, et ce n'est pas le temps de la conscience existentielle, humaine ou individuelle, avec ses obsessions, comme par exemple chez Heidegger, avec la préoccupation, l'angoisse, la mort. Nous traitons de tous les temps ensemble qui sont les temps des êtres différents, des minéraux, des végétaux, des animaux. Effectivement, quand on rencontre un grand arbre, par exemple, il a une autre temporalité, un autre style de vie. Et ce sont des êtres extrêmement sensibles. On dit parfois d'ailleurs pour un arbre, c'est un très beau sujet. Je crois que la notion de sujet n'est pas réservée à l'homme et que donc chacun a sa temporalité. Donc ces temps sont des temps différents, multiples, compossibles dans cette terre, et nous avons essayé de les faire jouer ensemble et ça donne une espèce de petit spectacle de temps qui s'allie, bien qu'il n'y ait pas de théâtralité à proprement parler, mais ce sont des temps qui viennent d'un relevé direct de ce qui se passe dans le monde. Donc, il y a le temps de l'eau, le temps de l'arbre, le temps de la forêt avec ses saisons. Alors, il y a aussi ce temps-là qui joue, hein, comme dans la poésie japonaise, c'est-à-dire que le temps qu'il fait par rapport aux saisons, c'est-à-dire la façon dont nous sommes
sur Terre par rapport aux saisons. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et on voit parfois deux allusions dans une photo. Par exemple, on voit la photo de printemps renaissante et au sol, on voit toutes les feuilles mortes de l'année précédente. Donc, on a une double temporalité là, qui est réunie dans une même photographie. Donc, Oui. voilà, c'est un peu une interrogation sur le temps, mais évidemment, on pourrait trouver d'autres éléments philosophiques, notamment concernant les ruptures à l'intérieur de la photographie, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu imaginer un temps linéaire, continu, mais au contraire, ce temps bifurque sans cesse et comporte un certain nombre de cassures qui sont plus intéressantes qu'un temps qui serait trop remembrant ou trop historique ou trop dialectique. Donc, voilà, il y a là quelque chose qui est un enjeu philosophique dans ces images. Il y aurait encore un autre sujet. Chez vous, comme dans vos peintures, vous posez la question des énergies, de l'énergie. Et comment cette énergie se diffuse-t-elle dans vos images? Alors, effectivement, bon, c'est une question qui m'a d'ailleurs été posée à un autre séminaire. La question de l'énergie est une question essentielle, justement, quand on essaie de capter la forme ou la couleur des images, on opère une sorte de relevé direct des forces qui sont en jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une théorie de la représentation où l'image serait un report de quelque chose qui a existé, mais au contraire, il y a à l'intérieur de ces images de l'énergie. Peut-être d'ailleurs que les mouvements de torsion sont le résultat de ces énergies qui circulent. C'est-à-dire que bon, on sent le flux qui travaille, la lumière qui travaille, quelque chose est en train de lever, de bouger à l'intérieur de l'image et qui vient de l'énergie elle-même. Donc, à certains moments, on a aussi des couleurs extrêmement intenses à l'intérieur de la photographie, par exemple sur le verre, etc., ou sur ce qui se passe dans le ciel, lorsqu'il y a un coucher de soleil aussi. Bon, ça n'est pas du tout de l'ordre du paysage, du touristique, etc. C'est ce sur quoi travaille d'habitude la photographie, mais on essaie au contraire de se mettre dans le mouvement même des choses pour capter les choses à leur origine. Voilà, on est dans l'origine du mouvement et donc on suit ce qui se passe à l'intérieur de la chose même. Je voudrais reprendre ce mot mouvement parce que cela m'a beaucoup intéressé en feuilletant le livre. Dans votre travail, la forme s'égare dans un temps de venir et comment s'articule le continu et la rupture. Vous venez de dire il y a aussi une sorte de capter le moment, mais ce n'est pas tout. Vous figez pas, mais vous développez aussi une sorte de devenir dans la photographie, n'est-ce pas? Effectivement, les photos nous échappent, les photos bougent, les photos se tordent et donc voilà, il y a une espèce d'effervescence à l'intérieur de cette photographie. Mais le concept, c'était quoi le concept sur lequel vous m'aviez interrogé? Le temps de venir et la différence entre le continu et la rupture. Oui, alors effectivement, il y a un moment où dans les mouvements d'image, mais ça n'est pas les mouvements du sujet dont je parlais à propos des dessins tout à l'heure, c'est que l'image a tellement d'énergie, tellement de force, elle est tellement spatialisée qu'elle éclate d'elle-même. Alors, il y a certaines photographies, par exemple, il y a un train dont les wagons ont éclaté en plusieurs morceaux. Hein. Donc, c'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, quelque chose se distord dans le monde et arrive à des éclatements, à des failles. Et ces moments de failles sont très importants parce qu'ils permettent à quelque chose d'autre d'entrer, ne fût-ce que le noir du papier ou les nuages. Donc, voilà. Donc,
cette idée d'intervalle, donc les Japonais appellent le ma, est une idée dynamique. C'est pas simplement un trou qui viendrait créer une blessure à l'intérieur d'un objet plein, mais c'est au contraire une façon de capter l'objet et de l'étirer sur le monde et sur l'espace. Parce que les objets ne sont pas stables, ils se déplacent. Dogen disait même que les montagnes se déplacent, les montagnes bougent, etc. Bon. Et bien, n'importe quel objet, selon comment on le regarde, selon comment il est travaillé par la lumière, il se déplace aussi. Et ça donne une idée aussi sur qu'est-ce que c'est que notre perception et qu'est-ce que c'est qu'une image. Une image, c'est jamais que dans notre esprit quelque chose qui fait allusion à, mais il y a des transports invisibles à l'intérieur de la matière, par exemple, et qui sont réels, hein, dont les technologies modernes ont su très bien profiter avec les ondes de radio, télé, etc. Et il y a un ensemble de faisceaux qui vont déplacer une partie de l'objet ou de la représentation de l'objet ou de l'énergie de l'objet vers d'autres choses. Et donc, voilà, c'est un monde se déplaçant perpétuellement. Ce mouvement est le mouvement éternel des choses et ça aboutit à ce que en Asie, on avait déjà pensé sous le nom de monde flottant. Il est flottant non pas parce qu'il est évanescent et près de disparaître, mais parce que il se déplace, il s'étire, voilà. Et donc, c'est l'inverse de photographie arrêtée que l'on veut produire. On veut capter cette ontologie du mouvement un peu que des philosophes ont senti depuis les origines. C'est un héraclitéisme, si vous voulez, de la vision. Oui. J'ai bien compris que dans votre travail, les formes, j'ai bien compris que c'est aussi un travail poétique, même dans la partie visuelle. Vous avez souvent suggéré que c'était proche du haïku. Comment expliquez-vous cette référence? Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle, par exemple, d'instant, qui est quand même ce dont parle la photographie, parce que la photographie, elle fixe quelque chose au 250e de seconde, au 500e de seconde, etc. Elle saisit un instant. Donc, ces instants ont quelque chose de très éphémère et c'était un petit peu ce qui se passait lorsque, au 18e, 17e, 18e siècle, on a fait la poésie du haïku, c'est-à-dire cette forme très, très brève en 3 vers de 5, 7 et 5 syllabes, qui avait un certain nombre de caractéristiques, c'est-à-dire que d'abord, il doit y avoir dans le haïku une espèce de temporalité qui est en jeu, c'est-à-dire que le haïku, donc, en général, se branche sur une saison. C'est un espace donc de vibration, un espace ouvert, et il y a un premier terme donc qui est obligatoire, qui est le terme du temps, et puis il y a un deuxième terme qui est le terme de quelque chose qui arrive, une sorte d'événement qui est une césure à l'intérieur de ce qui est raconté. Alors, ces deux mots différents à ce qui évoque le temps s'appellent kigo et la césure kireji. Et c'est donc à partir de cette césure obligatoire que se constitue le haïku. On va prendre
quelques exemples peut-être, parce que ce matin, je lisais des haïkus et c'est mon ancienne étudiante, la Yo Kyung, qui m'a parlé dans un de ses mails du haïku. Et donc, ça m'a donné à réfléchir. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le haïku? Eh bien, donc, il y a effectivement un moment qui est différent du reste et qui fait rupture. Les nuages épars nous reposent d'admirer la lune, nous dit par exemple Bachot. Alors, donc, on voit que ces nuages traversent cette situation qui est que les gens contemplent la lune et les nuages arrêtent le clair de lune de cette façon-là. Floraison des cerisiers sauvages, je vois d'abord 2 toits couverts de tuiles. C'est-à-dire que, bon, il y a une rupture, là, on est dans les cerisiers, et puis tout d'un coup, on nous révèle que ces cerisiers ont été découverts et qu'avant, il y avait des tuiles. Un vieux nid vide, la maison voisine solitaire. Donc là, il y a 2 choses qui sont totalement différentes et qui se rencontrent. Alors, c'est cette rupture donc, qui est très intéressante dans le haïku et qui permet donc de toute la poésie au fond du haïku. Alors, je pense qu'il y a aussi des haïkus visuels, c'est-à-dire que donc, le haïku peut être quelque chose qui est un paysage plus ou moins organisé, plus ou moins tranquille, et puis tout d'un coup se passe quelque chose à l'intérieur de ce paysage. Quelque chose qui est une sorte de dissonance qui nous permet donc de saisir l'éphémérité de l'instant. Bon, le haïku le plus célèbre, bon, tout le monde le connaît, c'est ce haïku de Bachot où il dit un vieil étang, une grenouille y plonge, plof, le bruit de l'eau. Donc, on saisit vraiment la chose qui n'a lieu qu'une fois et on capte l'instant. Alors, dans une photo, je pense qu'il y a toujours une captation d'instant. On traverse une forêt et bon, le vent ploie les arbres de cette façon-là, à tel moment. Les nuages passent de cette façon-là et de telle couleur. Et donc, il y a toujours le caractère unique de l'instant. Donc, voilà, le haïku permet de capter ces instants. Et bon, il faut pas je crois que c'est Barthes qui faisait remarquer ça dans son livre La préparation du roman. Il ne faut pas les lire plusieurs fois, sinon ils perdent de leur surprise. Et donc, je crois que dans nos images, lorsqu'on les regarde et si on voit par exemple une forêt qui tombe comme ça verticalement, au lieu que ce soit un paysage horizontal, évidemment, il y a aussi un effet de surprise. Donc, beaucoup de nos photos relèvent, je crois, d'une certaine façon de ce haïku. Et c'est une forme rapide. Alors, des haïkus, on en a employé dans une autre exposition avec un catalogue qui s'appelait Notes de brouillard, où il y avait des haïkus comme texte. Et là, on a voulu, comme c'est en même temps partie d'une réflexion philosophique, on a voulu passer d'un texte compact qui se lit un petit peu comme une digression, un discours, etc., à un texte poétique qui, lui, alors, est de l'ordre du haïku, puisque il utilise comme ça des mots de façon tout à fait séparée. Et donc, cette poésie surgit un peu, nous est jetée comme des instants. Je pense que d'ailleurs, on voit mieux le texte lorsqu'il est perlé sous forme explosée,
parce que donc il n'a pas toute sa gangue d'explications, de bifurcations, de grammaire, de concessions, de suppositions, etc. Et donc il a perdu tous ces éléments de liaison, et donc il est effectivement, il est devenu une forme brève comme le haïku. C'est pour ça que je pense que la comparaison tient la route, même si elle n'est pas, même si on n'a pas fait à proprement parler des haïkus du point de vue du texte, mais les photographies ont quelque chose à voir avec cette technique du haïku et toute cette question de la temporalité, de l'ici et du maintenant et du caractère éphémère des choses. Merci bien. J'ai encore une question en ce qui concerne les photos. Comment sont agencées ces photos? Est-ce leur répartition dans le livre est lui-même un récit, une sorte d'autobiographie ou un travail sur de forces occultes, ou le temps qu'il fait ou celui qui passe, ou encore? C'est difficile à dire. On avait des espèces de chapitres comme ça qui auraient pu chacun faire un portfolio de photographies. Et l'ordre n'est pas significatif en soi. Par exemple, on aurait pu commencer par les vagues au début, là elles viennent à la fin, mais finalement on a pris les éléments plus formels et plus urbains vers le début, et à la fin on va vers quelque chose qui est plus naturel, avec le brouillard, la neige. Donc ça, c'est une organisation thématique. On pourrait presque, si on voulait s'auto-flageller, on pourrait presque dire un peu rhétorique. Mais en même temps, bon, on l'assume parce qu'il faut bien un ordre. On n'allait pas mélanger tous les thèmes. Donc, il y a une espèce de prospection qui va de l'urbain et du voyage programmé, rapide, de la technologie à quelque chose qui est plus naturel, et donc on retombe dans cette thématique peut-être un petit peu orientale qui s'appuie sur une philosophie orientale avec des références japonaises qui comptent pour nous dans la philosophie, à la fois chez des philosophes comme Dogen, et puis aussi dans l'école de Kyoto, Nishida Kitaro, la nature, le milieu a énormément d'importance. La géographie, l'atmosphère, l'espace au sens géographique et climatique du terme a énormément d'importance. Je me rappelle que nous avons déjà enregistré quelques heures sur la philosophie de Sartre et sur vos œuvres. Et je me rappelle que vous insistez souvent sur la question de la présence. Qu'est-ce à dire? Présence à soi, présence du monde ou présence aux événements, fussent-ils infimes? Alors, bon, la présence, bon, c'est un faire corps avec la chose et la situation, donc qui permet de s'éloigner au fond de toute représentation et toute théâtralité. Donc, il y a effectivement une certaine idée de présence à l'intérieur de ces photographies, parce qu'elle donne l'irruption de quelque chose de brut, de naturel, d'élémentaire. Donc, il y a un côté élémental comme ça à l'intérieur de ces photographies, et c'est ça qu'on appelle la présence. Et en même temps, cette présence est accompagnée d'une conscience qui est notre regard, qui a pris ces photos. Et donc, le regard prenant essaie de faire corps avec son objet. Alors que ça n'est pas toujours le cas, par exemple.
la photographie, par exemple, parfois photographie des bâtiments de façon purement objective. Enfin, il y a tout un courant en Allemagne sur la photographie, donc objective ou objectale. Et donc, voilà, on s'est un peu éloigné de cette conception pour plutôt marquer l'idée que l'on puisse, au fond, habiter la photographie, qu'on puisse se lever à l'intérieur et qu'on puisse vibrer, se mettre dans son mouvement. C'est pourquoi ce terme de interférentiel, c'est-à-dire que on frôle et on rencontre d'autres présences, et c'est ça qui crée un peu à la fois l'énigme et le charme de ces photographies-là, parce qu'elles sont habitées, elles sont incarnées non seulement par des présences de ce qu'elles sont, mais aussi par ces présences extérieures qui vont à la rencontre. Donc, c'est un art de la rencontre, pour reprendre un terme de Lee Wan, l'artiste coréen. Et voilà, donc il faut admettre que cette présence au monde est quelque chose qui est essentiel si on veut ne pas faire de la photographie un peu extérieure, arbitraire, purement technique, mais si au contraire, on la considère dans sa part d'ontologie. Voilà. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans votre travail visuel, c'est aussi le rapport aux mots et aux notions. Par exemple, vous utilisez beaucoup la notion de résonance. Comment l'interprétez-vous ou comment la renouvelez-vous? Alors, donc, il y a effectivement cette idée de résonance à l'intérieur de certaines images, notamment les images d'arbres, de frondaisons qui vibrent. Et donc, la résonance, donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que donc, ça permet d'introduire dans le monde quelque chose qui nécessite des relations multiples. C'est un concept assez récent. Il y a d'ailleurs un livre de Hartmut Rosa, un philosophe allemand qui vient de paraître sur la résonance, et qui lui est sociologue, donc il a utilisé ce terme en sociologie, et il y voit les relations multiples que les individus récepteurs d'une œuvre entretiennent avec soit le milieu, soit le réseau, soit les autres, tout simplement, dans les médias, dans le travail, dans l'art, dans la consommation, dans l'éducation, etc. Alors, donc parfois, cette résonance est répulsive, parfois elle est réponsive, donc alors ça peut être attrayant ou dangereux, mais en tout cas, c'est un espace ouvert entre soi et les autres, entre soi et le monde. C'est un espace de vibration, je crois, qui est un peu l'envers de l'aliénation aux choses. Et c'est-à-dire que, voilà, ça offre une certaine fluctuation. Alors, c'est d'ailleurs ce même concept qui est utilisé en dynamique, en physique, où je crois que pour expliquer ce phénomène, on part de l'exemple de la balançoire. Et c'est un écho avec diminution d'amplitude d'un mouvement donc, sinusoïdal. Et on a cela peut-être à travers la photographie, c'est-à-dire on a le choc primitif lorsqu'on prend la photographie, et ensuite on a des échos de cette photographie. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est de capter aussi dans la photographie même, de montrer ces échos, c'est-à-dire que l'écho n'est pas simplement entre le regardeur et une photo stable, mais que la façon dont c'est pris suscite au fond des vibrations à l'intérieur de l'objet photographié. Et donc, on a des photos où, par exemple,
quelqu'un marche dans une forêt, bon, c'est moi en l'occurrence, mais il ne faut pas le dire. Mais donc, lui-même, son dos se décompose à travers un certain nombre de vibrations. L'image est en quelque sorte tranchée par le pas qui avance. Et voilà, l'appareil photographique a pris ça. Donc, le mouvement, alors ce n'est pas du tout la photochronologie comme ont utilisé beaucoup d'artistes à certaines époques, par exemple. Bacon utilisait beaucoup ça comme modèle, mais c'est au contraire une fragmentation naturelle à l'intérieur de l'image. Donc, ce n'est pas une amplification sérielle, si vous voulez, c'est une fragmentation à l'intérieur de l'image. Et donc, les choses un peu se décomposent de cette façon-là et nous permettent d'entrer à l'intérieur et de réfléchir par l'intérieur, permet à tout le monde d'entrer. Alors, évidemment, on pense aussi à la résonance, par exemple, d'un gong dans un temple, quelque chose qui s'écarte par beaucoup de temps et où donc on a l'occasion, dans cet intervalle, de méditer, de réfléchir, d'imaginer, d'aller ailleurs, etc. Donc, le concept de résonance, c'est pour nous un concept tout à fait formidable. C'est quelque chose qui crée des entre-deux et qui multiplie les interférences. Et ça donne en même temps un côté évidemment musical, parce qu'on pense, qui dit résonance, pense à la musique. Et donc, voilà, il y a une écoute de l'image qui est tout à fait exceptionnelle si on veut bien la rendre un peu bruiteuse. Ce qu'on n'aime pas, c'est des images fermées qui ont l'air de dire tout d'un coup. Là, au contraire, on a un matériau qui est un matériau qui a l'air un petit peu fracassé au début, mais qui en fait est plutôt un matériau strié. Moi, je même beaucoup l'idée de plis, de froissement, etc. Et lorsqu'on tire ces froissements, évidemment, donc, la résonance se déploie. Donc, on a l'impression que la musique se met en route et on peut voilà, faire vibrer comme les cordes vocales de la gorge, n'est-ce pas, quelque chose, et des signes. Un langage se met en place qui n'est pas le langage du signe et le langage de l'intellect, mais au contraire le langage des choses même lorsqu'on les écoute et dans la façon dont qu'elles ont de vibrer, parce que de toute façon, tout être est un agrégat d'atomes en vibration et donc ça bouge avec un certain rythme et d'une certaine façon. Je voudrais revenir encore une fois au texte. On y retrouve aussi cette résonance, je crois. Souvent, ce sont des petits paragraphes ou des paragraphes sur une ou une demi-page et parfois des mots isolés. Mais je pense qu'il y a encore plus à dire pour la nature des textes dans votre livre. Peut-être, je pense aussi à la page 49, Impression flottante. Peut-être ce serait gentil si vous lisez aussi ce texte. Alors, impression flottante. Tout n'est qu'intranquillité, absence de repos aux tourbillons avides, vague abstraite des énergies fluentes qui déferlent même au profond de nos sommeils. Dans la rumeur des torrents, le silence se fracasse à l'indéfectible irrespect des sources. Miroir, miroir, que guettes-tu à tes pièges insatiables d'images? Un reflet plus suave, une frondaison plus flexible, un toucher plus velouté? Le vent s'épuise à la question de l'être. Les phénomènes s'indisciplinent dans des nuanciers infiniment malléables. Toute sensation visuelle est matière déjà peinture, et avec cet enfoncement dans les plans et pattes à la fois, comme si le vœu de saint Antoine être la matière, comblant ses désirs fous, s'était réalisé. Quel brassage de prairies, de nénuphars et de lotus nourrira la future pensée, passé et lointain réunis. Entre ces fleurs décomposées, naviguant entre les extrêmes,
nous sommes des errants. Oui, merci beaucoup. Ma question maintenant est, avez-vous écrit les poèmes avant les photos ou après avoir pris les photos? Mais je pense que, en principe, vous avez déjà évoqué cette relation. Je pense que les deux sont nés en même temps, n'est-ce Les pas? deux sont nés en même temps, en juillet-août 2019, en travaillant sur la maquette. Et voilà, voilà, on écrivait et on travaillait sur la maquette en même temps. Et les textes sont nés à partir des photographies. Alors, il y en a quelques-uns qui parfois sont un peu décalés parce que je crois qu'on a supprimé quelques séries de photographies, mais on a gardé les textes. Et parce que là, je crois que c'était une autre série de photographies sur l'atelier, le rideau d'atelier, enfin, etc. Mais de toute façon, ça me paraissait si important, ces impressions flottantes, que on a gardé le texte. D'autres fois, on a enlevé deux ou trois. Et puis, on a rajouté les trois textes qui n'ont pas de titre, plus spécifiquement sur la photographie, dont j'ai lu un au début. Et donc, voilà, ils ont été faits en étroite imbrication. Ça n'est pas après coup, comme souvent ça se fait dans le livre d'artiste. On envoie les photos ou les gravures à un écrivain qui fait quelque chose, et puis bon, mais il le fait après coup. Et là, on l'a fait ensemble. Alors, tout ce qu'on fait, on le fait ensemble, hein. Elle aurait pu écrire et moi faire la maquette. Enfin bon, mais ça s'est mélangé, donc l'un et l'autre. Donc, ce qui d'ailleurs, je pense que le sujet d'écriture, il faudrait un peu revoir la chose, parce que ça n'est pas forcément le jeu expressif qui s'exprime, je. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de tu dans ces textes-là qui ont été introduits. Alors, je ne suis pas le seul à avoir fait ça, parce que bon, il y avait le buteur de la modification, il y avait le vous, et puis Gao Xingxiang, qui a écrit La montagne de l'âme, le prix Nobel de littérature. Il y a beaucoup de chapitres qui sont écrits avec tu à l'intérieur. Alors, tu introduit justement de la résonance, c'est-à-dire que ça veut dire on est double. Il y a quelqu'un en face de toi où tu t'interroges toi, et dans une étroite proximité, mais qui est quand même dans un effet de résonance. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Oui. Sur mon blog romanistique.info, j'ai écrit un compte-rendu de votre livre, Temps interférentiel dans la photographie, et j'ai écrit, je cite, ce livre est un manuel de photographie. Il modifie la manière de penser une photo, encadrer le motif, saisir la vitesse et ensuite présenter la photo en rendant le mouvement. Monsieur, c'est cela un manuel de photographie. J'ai dit manuel car vous offrez à vos lecteurs des manières de dépasser leurs idées et d'aller plus loin, n'est-ce pas? Est-ce que ce mot de manuel vous convient? Alors, je ne sais pas, une demi-heure avant la séance, là, on en a parlé avec Mojgan. Moi, j'étais très contre l'idée de manuel, parce que ça veut dire qu'on propose une technique et un moyen de résoudre les problèmes, une marche à suivre, etc. Et donc, bon, on ne veut pas spécialement faire école, hein. Euh, donc, Mais je devrais préciser ma question. on n'est pas comme le couple Hilaire, là, les photographes, donc, qui Oui, formaient. je ne le comprends pas comme une sorte d'école, je le comprends comme une sorte de, pas mode d'emploi, mais une idée ou une suggestion de reprendre l'appareil de photo et de profiter de vos idées et d'aller plus loin. C'est dans ce sens-là, une sorte Oh, ça, d'inspiration. on peut toujours le faire, mais il ne faut pas nous le dire, alors, parce que sinon on va demander des droits d'auteur. Mais Mojgan, alors pour reprendre la question, Mojgan était plutôt favorable à l'idée que ça soit aussi un manuel.
Mais bon, manuel, ça veut dire aussi, parfois c'est un manuel, par exemple, manuel du savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, c'est un manuel pour être justement dans la diversité, dans la différence, pour être impertinent. Donc, c'est quelque chose bon, qui ne faut pas reproduire tel quel, mais qui au contraire permet d'ouvrir la photographie, parce que je trouve que la photographie, bon, elle est partout, mais en même temps, elle impose une très grande dictature, même dans ses formes artistiques les plus libérées, alors qu'on a un travail, je pense, à faire d'émancipation et de libération de la photographie, parce qu'elle est trop tributaire d'une construction cadrée. Alors moi, j'aime pas beaucoup le cadré. Moi, je gagne un peu plus le cadrage. Mais donc, moi, j'aime que ça soit décadré. Je trouve que, par exemple, les photos de Tombly, quand il ne prend que des morceaux, des objets, ou un morceau de la table, un morceau de tableau, un morceau de coupe de fruits, etc. Bon, il faut que la coupure tombe un peu n'importe où parce que c'est la vie. Donc, il faut être un peu cagien, donc, et que les choses surgissent un peu n'importe comment. À un moment donné, j'avais beaucoup d'attirance pour la photo ratée aussi, parce que la photo ratée, c'est peut-être la plus intéressante, parce qu'elle n'est pas préméditée comme un programme. Donc, quelque chose vient perturber l'organisation logique de la photographie telle qu'elle était prévue au départ. Et quelque chose surgit, un accident. Alors, les accidents sont parfois beaucoup plus intéressants que les structures qui sont bien établies. Et donc, en ce sens, ben voilà, on peut faire école si on veut, mais c'est bien malgré nous. Merci pour ces précisions. Quand j'ai dit sur mon petit blog, photographier pour vous, c'est narrer un événement sous toutes ses perspectives. Narrer, le verbe vous convient et comment, voilà une deuxième question, avez-vous vu le rapport entre les poèmes et les photos, de sorte que les poèmes peuvent modifier l'impression rendue par les photos et vice-versa? Je pense que, bon, là, sur la question de la narration, je n'aime pas trop la narration parce que ça me paraît un peu l'envers de la poésie, c'est-à-dire que pour moi, la poésie, c'est vraiment laisser l'initiative à des mots. Et même lorsque mon texte est compact, que j'ai l'air de faire un discours bien ressassant, eh bien, je préfère qu'un mot apparaisse et éclate à l'intérieur de la phrase et nous fasse bifurquer vers autre chose. Donc, la narration est pour moi quelque chose donc, d'un peu, en quelque sorte, interdit, que j'utilise soit comme un élément parodique, soit comme un élément mineur à l'intérieur du texte ou même à l'intérieur de la suite dans les photographies. Alors, je ne sais pas d'ailleurs dans les grands albums de gravure, par exemple sur la route du Tokaido ou les 36 vues du mont Fuji d'Okuzai, il y a une narration, c'est-à-dire que le sujet revient 36 fois, mais il revient sous des formes différentes. Et c'est cette forme de discontinuité qui m'intéresse davantage que la narration. Évidemment, on peut avoir des formes discontinues dans la narration. On connaît depuis Joyce, enfin, Faulkner, bon, et même Sartre, dans les chemins de la liberté,
on peut avoir des éléments de discontinuité, mais enfin, en général, le récit est fait pour introduire un maximum de suite dans les idées, de continuité. Donc là, au contraire, on est parti dans la direction inverse, on est parti dans la fragmentation. Alors les textes, c'est vrai que les textes nous aident beaucoup dans la fragmentation parce que justement, on peut isoler les termes. Et alors, on s'est amusé, donc, je parlais de ça l'autre jour aussi, de faire des sortes de caviardage à partir des textes, c'est-à-dire que le texte qui apparaît une deuxième fois, c'est le même texte, mais vous ne voyez pas que tous les mots de liaison étaient supprimés, donc il apparaît comme quelque chose d'autre, et parfois votre mémoire ne le repère pas, c'est-à-dire que la même chose, mais uniquement avec les mots primordiaux, ça n'est pas pareil que le récit. Hein, donc, voilà. Je voudrais encore vous poser une dernière question avant de demander à notre public, à nos auditeurs, nos invités, de pouvoir poser des questions. Vous reprenez cette idée de mouvement en évoquant le temps. Vous dites par exemple sur la 4e de la couverture, je cite, « Chaque parcelle de vue est l'entrée d'un labyrinthe qui nous épuise dans un autre temps, celui d'être radicalement différent et pourtant imbriqué à nous, et nous nous colorons au passage, nous imprégnons de leur temporalité intime. » Fin de citation. Regarder une photo, c'est apercevoir aussi le temps fugitif. C'est ainsi qu'on découvre aussi, je dirais, une sorte de valeur explicative de la photographie. Alors, valeur explicative, je ne sais pas, disons que la photographie donc révèle d'autres présences, d'autres temps. Alors, c'est vrai que par exemple, à un endroit, j'évoque le temps de l'arbre, qui est différent de notre temps beaucoup plus jaillissant. Par exemple, lorsqu'on coupe un arbre, on voit qu'il y a des cercles concentriques qui marquent les années. Et par exemple, donc, si on a des meubles aussi avec des planches, avec le bois les veines du bois très apparentes, bon, on est dans un système de temporalité complètement différente. Et donc, on a effectivement, comme vous disiez là, l'entrée d'un labyrinthe, on s'imprègne de temporalités multiples parce qu'on est en présence de ce temps beaucoup plus lourd qui peut accumuler, condenser 100 années, etc. Et Morgan me faisait remarquer qu'il y avait dans nos photos une dimension archéologique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des photos où un immeuble apparaît comme stratifié au lieu d'être bien debout dans son apparence habituelle. Donc, il est tout à fait stratifié. Et donc, ça fait penser effectivement une sorte de géologie, comme si les moments de cette façade ou de cet immeuble avaient été compressés dans un sol et une couche géologique. Alors donc, voilà, il y a ce temps archéologique et puis il y a ce temps aussi très multiple dans lequel nous nous trouvons avec des objets très, très différents. Donc là, je ne sais pas si on voit là. Ça ressemble évidemment à une couche archéologique, mais donc c'est de l'immeuble. Et donc, voilà, on a ces temps multiples. Alors, quand on prend l'exemple du bois, et si on a un bouquet de fleurs à côté, on voit que c'est le temps de la fleur et le temps des veines du bois qui dure 500 ans. C'est deux temps complètement différents.
et on est toujours dans cette temporalité multiple. Alors bon, c'est plus ou moins vrai parce qu'avec l'ultra-modernité, évidemment, les choses ne durent pas, on les jette. Enfin, on essaie d'effacer le temps. La déchetterie mondiale met des temps à la poubelle. Mais bon, pas toujours, parce que vous avez, par exemple, l'art plastique africain est fait de récupération de ces matériaux donc, qu'on a voulu exclure de ces déchets, de ces ferrailles et de ces canettes de Coca-Cola ou de ces bouchons métalliques sur les bières ou autres dont on peut faire d'autres œuvres. Donc, voilà, peut-être que le temps du recyclage est-il un temps aussi très important qui permet une espèce de stabilisation du temps, de faire que ce temps de l'instant devienne éternel. C'est le thème de Nietzsche dans L'éternel retour. Mais voilà, c'est un peu, on est pris dans ce temps nietzschéen, ce développement nietzschéen auquel nous rattachons la photographie que nous faisons. Merci beaucoup, Michel. Monsieur, merci beaucoup. Je voudrais demander à notre public s'il y a des questions à poser à Monsieur Michel Sicard. J'ai oublié de vous dire que je suis heureux aussi que Monsieur le professeur Bernani de Fès à Maroc est aussi parmi les invités. Très bien, très heureux. Merci beaucoup. Merci. Oui. Et mon ami Jorge Munoz Navarro nous rejoint de la Chili. Chili. Et, oui, et Marius Mitrache de la Roumanie. Je le salue. C'est à peu près international aujourd'hui. Tout le monde. Alors, libre à vous de poser maintenant une question à Monsieur Sicard pour continuer notre débat. Alors, s'il y a... Bonsoir. Oui. Bonsoir, allez-y. C'est Monsieur Bautour. Bautour, oui. Bautour. Oui, s'il vous plaît. Docteur en art plastique, oui. Bonsoir tout le monde. En fait, d'abord, je souhaite féliciter Monsieur Sicard et Madame Ojgan Mouslehi pour la parution de leur livre. Je suis content de participer à cette réunion et j'ai, je vais dire quelques commentaires et deux interrogations sur ce que Monsieur Sicard venait de dire dans sa présentation. Alors, vous avez parlé de distorsion et de choc, et vous avez dit que l'acte de photographier, le geste de photographier, il ressemble au geste de dessiner. Donc, je me demande, est-ce qu'il s'agit dans votre pratique, et ce que vous avez présenté dans ce livre comme travail, d'une transgression en explorant des interférences pour saisir l'instant? Donc, on peut ainsi peut-être revisiter ou repenser le lien avec une notion philosophique qui est la monade, c'est-à-dire l'unité maximale, mais aussi les unités minimales. Donc, le point de vue de l'unité maximale, la grande avec grand U.
Et ça, on le trouve également dans le texte ou dans les textes que vous avez présentés dans les images partagées sur l'écran. Il y a une sorte de décomposition, une déconstruction du texte pour une reconstruction haïku, peut-être, selon la pensée de Derrida, peut-être aussi. Euh, donc, ma deuxième interrogation, elle porte sur la place du corps, parce que vous avez dit aussi que le mouvement qui se passe dans la photographie, vous vous intéressez à l'idée du mouvement qui se passe dans la photographie. Et si on admet l'hypothèse que l'essence du corps est le mouvement, donc est-ce qu'on peut parler qu'il y a une place du corps que vous accordez une importance au corps dans votre pratique? Voilà, je vous remercie. Alors, je vous remercie pour votre question. Donc, évidemment, quand on a parlé de gestes photographiques, le corps est tout de suite inclus. Donc, ces gestes sont apparents dans les photographies, c'est-à-dire que, évidemment, on ne peut pas avoir de telles distorsions d'image s'il n'y a pas de gestes. Alors, ça n'est pas une provocation, en quelque sorte, pour insuffler du mouvement artificiel dans les choses, mais c'est un geste capteur. Et alors, la captation est ici très particulière parce que, la captation, là aussi, je dirais comme phénomène de rhétorique, dans un discours, on appelle la captatio benevolentiae, qui est les choses qu'on raconte au début d'un discours pour accaparer l'auditoire. Et la photographie, en général, elle est de cet ordre-là, de la captatio benevolentiae. C'est-à-dire, on instaure un paysage conforme, si on est dans un coucher de soleil, une mer tranquille, bleue, etc. Bon. Et donc, tout ça, c'est lié avec votre histoire de monade et d'unité. C'est-à-dire qu'en introduisant du geste qui est une véritable captation, et dans ce que la nature a de mouvant, a de vital, alors à ce moment-là, on a une espèce de saut dans l'image avec toutes ces hantises qu'on peut avoir, tous ces malheurs, tous ces démembrements, etc. Mais donc c'est fait justement pour révéler à travers ce geste qui suit au fond une impulsion, que ça bouge du côté de l'objet. Ça ne s'organise jamais en un paysage, mais au contraire, donc, ce sont des unités toujours déjà fracturées par la nature elle-même. Alors, ce côté, on pourrait presque dire dystopique de la nature, mais parfois elle est harmonieuse, parfois elle est dystopique. Bon. Et quand même, l'essentiel sur quoi le geste s'indexe, c'est-à-dire que la déconstruction au sens héridien, je la comprends bien, j'admirais beaucoup Derrida, je l'ai connu, bon, mais ça suppose un mouvement intellectuel pour défaire quelque chose, et en le défaisant, on le comprend mieux en quelque sorte. Or là, ni on fait le mouvement, ni on le défait. Le mouvement, il est ce qu'il est, c'est un être là, c'est une part de l'être. Donc l'être n'est pas une somme, c'est son vouloir être, son mouvement même qui intervient. Et donc le geste le capte, évidemment, et il y a la place du corps à l'intérieur de cette capture, parce que donc un photographe, on l'a souvent oublié, c'est quelqu'un qui se déplace et qui
se positionne et se met dans certaines positions pour capter le mouvement. Alors, donc, bon, il y a des gens qui ont essayé de le capter, les photographes. Je pense que Bernard Plossu, comme ça, quand il photographiait d'un train, j'avais un ami dont on a parlé tout à l'heure, là, qui s'appelait Touami Enadre, qui est un photographe d'origine marocaine, qui photographiait aussi en déplaçant par des mouvements rapides, donc la prise de vue. Mais ce n'est pas tout à fait ça qu'on a voulu faire, c'est que, au contraire, on a essayé de se recadrer dans le mouvement même des choses pour les amener au dévoilement et au dévoilement de leur propre mouvement. Donc, nous, on est en retrait, bien que, bon, on soit quand même presque des performeurs quand même. Il faut le comprendre, c'est le photographe, en général, il est conçu comme passif, c'est un opérateur discret, caché, etc. D'ailleurs, très souvent, on prenait des photographies comme ça, un peu quelqu'un, la photographie la plus connue aussi de Cartier-Bresson, ça s'appelle la Garzin-Lazare, je crois, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui saute au-dessus d'une flaque et donc le photographe était là dans un coin caché derrière un pilier et il a photographié juste au moment où un passant sautait pour ne pas se mouiller au-dessus de la flaque. Eh bien, nous, c'est pas du tout, on n'est pas du tout des voyeurs comme ça, hein. On essaie au contraire d'accompagner les mouvements alors du train, de la nature, de l'eau, des vagues, enfin, etc. Et donc, voilà, ça donne ce type de photographie un peu particulier qui nous rattache quand même aux arts de la performance, puisque je suis aussi un performeur par ailleurs, et ça nous rattache au geste d'écriture aussi, hein. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un rapport, ce n'est pas le même geste, si vous voulez, mais entre un geste d'écriture tel qu'il y a ces deux dessins reproduits dans le livre, là, où l'on voit des espèces d'idéogrammes les uns à côté des autres, justement, en résonance, et l'image photographique, bon, il y a un très grand rapport, ce sont deux gestes qui entrent aussi en résonance et voilà, qui sont un petit peu rattachés l'un à l'autre. Alors, c'est une façon particulière de concevoir la photographie, mais c'est une performance d'écriture aussi, en un certain sens. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce Merci, qu'il y a je vous encore remercie. d'autres questions? Bon, sinon, monsieur Michel Sicard, je vous remercie très Merci, cordialement Monsieur Heiner. pour votre venue ici dans mon petit home office. Et merci pour tout le travail que vous faites de propagation de la culture française, donc à partir de l'Allemagne et de vos blogs. Voilà, c'est très bien. Ça arrive à se propager de cette façon-là. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et, merci à vous, merci à tout le monde. Et sur le blog, je vais afficher bientôt la 4e soirée littéraire qui sera dans probablement 2 semaines. Alors, bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir et merci.